Le 18 mai 1942, à Paris, 13 000 juifs dont 3 000 enfants sont arrêtés pendant la rafle du Vel'd'Hiv. Sur ordre du gouvernement de Vichy, la chasse aux juifs s'intensifie partout en France. Dans le Lot, à Pradinbourg, au moins 6 familles de juifs sont cachées pour les protéger de la déportation, au péril de la vie de ceux qui les hébergent. Adeline est une vieille dame de 80 ans, vêtue d'un tablier. Elle a toujours travaillé dans les champs de tabac et maintenant, elle ne s'occupe plus que de son propre jardin à l'arrière de sa maison. Sa fille, Hélène, aide les résistants, ceux qui se cachent refusant d'être envoyés en Allemagne dans les usines qui fabriquaient des armes. Là, c'est Rosa avec son mari et la petite quand il est arrivé. Il ne la connaissait pas quand il est arrivé à Pradines, il a vu sa fille pour la première fois. Elle avait accouché du temps qu'il était à Lyon. D'accord. Et il ne connaissait pas sa fille. Et ils sont restés de 42. Elle est arrivée en septembre 42 et elle est repartie en août 44. Mon père s'est échappé une première fois d'un camp de concentration français, à Rivesaltes. Là-bas, les gens meurent de famine, de maladie ou partent pour Auschwitz. Pour environ 6 000 francs, un pasteur les aide à quitter le camp, avec son ami, caché sous la plateforme d'un camion. Dehors, ils doivent marcher jusqu'à la gare. Alertés par des villageois, 2 policiers reconnaissent les étrangers décharnés. Mon père et son ami les supplient, les implorent de les laisser partir. Ils montrent une photo de sa femme, de son bébé, rien ne marche. Ils sont renvoyés à Rivesaltes, baraque 33. Tu lui as donné ta carte d'identité. Oui, c'est quand elle a eu reçu le télégramme qui s'était échappé de Toulouse, puisqu'il avait été caché à Toulouse. Il a envoyé un télégramme à Pradines, En disant. mais elle arrive, sortie de prison, Oui. envoie argent. Elle a compris où il fallait qu'elle envoie l'argent, mais avec sa carte juive, elle ne pouvait pas aller à la poste. Alors elle m'a demandé la carte d'identité. Alors moi, gentiment, je lui ai donné. Et elle a vécu sous le nom d'Hélène Quebaille. Mon père tente une seconde fois de s'échapper. Un jour, les Allemands cherchent des jeunes hommes à envoyer dans les camps de travail. Tous les prisonniers sont appelés dans la cour. Des noms sont appelés, mais à l'appel, il n'y a pas de réponse. Mon père lève la main. Il est envoyé dans un camp de travail à Perpignan, non loin de Rivesaltes. Là, il peut entrer et sortir sans trop de surveillance. Il entre en contact avec un passeur qui, moyennant une somme d'argent, l'amènerait à Pradines. Il est parti, manque de peau, il a été repris. On l'a interné au camp de Rivesaltes. Là, il a su que le tel jour, le lendemain, il partait pour Auschwitz. Il savait ce qu'il attendait, puisqu'il s'était évadé 2 fois. Le passeur emmène mon père dans un hôtel fréquenté par la Gestapo. Personne ne viendra le suspecter. Mon père dormit dans la baignoire en attendant que le passeur lui donne les papiers d'identité. Mais 4 semaines plus tard, il n'avait toujours rien. Un deuxième passeur lui est présenté. Il lui donna une veste de cuir pour se fondre dans la masse. C'est la tenue la plus commune pour les hommes français. Ce nouveau passeur voyagea en train avec lui toute la nuit, mais ceci n'apisa pas mon père de sa peur de se faire arrêter. Quel destin aurait pu faire qu'aucun policier ne demandât à voir les papiers des passagers? Après être finalement arrivé à Cahors de nuit, il lui restait 6 kilomètres pour rejoindre Pradines à pied. C'était la nuit noire. À chaque voiture, mon père se jette dans le fossé. Ils arrivent à Pradines à 7 heures du soir. Mon père frappe à la porte de la maison qu'il pense être celle d'Adeline. Un homme ouvre la porte. Il reconnaît son cousin lointain, Joseph, caché lui aussi dans le village. La femme de Joseph emmène mon père à la porte suivante, où ma mère et Adeline l'attendent. Et quand il se cachait chez Mémé, à quel endroit il se cachait? Eh bien, il s'est caché dans la chambre. Tu sais qu'il y avait une fenêtre qui avait été fermée. Pépé avait acheté une armoire au bon marché qui servait à mettre les chutes des couturières, parce que c'était la chambre où travaillaient les couturières quand elles venaient chez Mémé. Et cette armoire était légère. Il se cachait derrière l'armoire. Et ils ont vécu dans cette chambre qui était un peu plus large que ça, mais peut-être 50 cm de plus, c'est pas difficile. Il y avait la porte et le lit. Et là, il y avait l'armoire devant la fenêtre. Il y avait un passage comme ça au pied du lit. Au pied du lit, il y avait la table de toilette
une chaise pour les couturières et le placard au fond que tonton a fait l'évier. Ah oui. Bon, et c'était tout. Il vivait là-dedans. Moi, je l'ai vu 2 fois. Ma grand-mère, au début, pour le distraire, parce que figurez-vous qu'un homme de 30 ans, fermé dans une armoire, au bout de 2 mois, il n'en pouvait plus. Il ne pouvait pas s'y habituer. Après, il s'y habituait. Ma grand-mère nous dit, venez un soir, je vous ferai des crêpes, encore retrouver un peu de farine comme on pouvait. Avec ma soeur, nous sommes partis jouer aux cartes. Mais quand on est sorti à 11h du soir, on n'a pas pu traverser le village, on a dit si quelqu'un nous trouve. Alors par le jardin de ma grand-mère, nous avons gagné la route, le CD8, et nous sommes venus. Mais après 11h du soir de Pradines ici, les risques sur la route. C'est là qu'on a réalisé avec ma soeur, on a dit si la patrouille était passée. On a dit on n'y reviendra plus, et on n'y est plus revenu. Parce que notre vie, avant le bonhomme, les jeux de cartes, hein. Bon. Eh bien, il a vécu là tout le temps. Il y avait 6 familles juives dans Pradines. Ma mère et moi pouvions sortir, sauf lorsque Louis nous prévenait que la Gestapo recherchait des juifs. Si la Gestapo les avait trouvés, ils auraient pendu la famille française entière sur la place du village et envoyé la famille juive, parents et enfants, à Auschwitz. Et par contre, après, ils sont partis à la fin de la guerre ou avant la fin de la guerre? Et à la libération de Paris, ils sont partis. Ils sont partis. Est-ce qu'ils t'ont donné des nouvelles après, Non. quand ils sont partis? Jamais. Non. Une fois, elle est revenue, 2 ou 3 ans après, qu'elle a porté une veste à Némé. Rosa. Rosa est revenue. Mais après, ils sont revenus tous les 2, ils ont demandé à la mairie ce qu'était devenu Adeline. Elle était morte, ils ne sont pas rentrés dans le village, ils sont partis. Alors, quand elle a été à la retraite, elle a voulu, puisqu'elle est professeure de français en Amérique, elle a voulu essayer de retrouver quelque chose. Mais elle ne savait que 2 choses. Le prénom de ma grand-mère, Adeline, qui habitait Pradines dans le Lot. Et avec ça, chercher. Et elle a envoyé alors le comité de Yad Vashem en Amérique, avec elle, ils ont cherché. Ils ont envoyé un fax à la mairie de Pradines, le nouveau maire, qui n'était pas né à Pradines. Et heureusement, il y avait dans le nombre des conseillers un que petit, il s'était élevé, il venait chez sa marraine de la maison à côté. Bon, il dit, je vais bien essayer de retrouver quelque chose. Et il a eu l'idée d'aller au cimetière à Pradines. Il dit, peut-être sur les tombes, je trouverai un nom, quelque chose qui m'indiquera. Il trouve ma sœur qui fermait la porte de l'église. Et elle lui dit, bonjour Jeannot, qu'est-ce que tu fais? Ah ben, il dit, tu pourrais peut-être me renseigner. Tu n'aurais pas connu, toi, une vieille qui s'appelait Adeline à Pradines? Je cherche, à la mairie, on m'a dit de chercher. Elle lui dit, mais tu te moques de moi? Adeline, la seule, c'était ma grand-mère. Ou bien alors, il dit, on est sauvés. Cette fois-ci, on va trouver la suite. Et il est rentré en contact avec la juive en Amérique, avec Rosa. Et puis, elle a fait des recherches, et puis elle est arrivée à Pradines, un beau jour. Non, c'est pas Rosa qui est arrivée. C'est Paulette. C'est Paulette, je me trompe de prénom. avec Bill, avec son mari, avec Bill.